la Charte des Nations Unies, que j'ai dans la poche tous les jours pratiquement depuis la guerre de 2003. J'étais à New York, au Conseil de sécurité, et j'ai acheté ça. Je l'ai toujours avec moi. Et elle a des défauts. Le défaut, c'est que le seul chapitre 7 prévoit l'application, alors que dans toutes les justices du monde, il y a la justice d'une part, les tribunaux, mais il y a aussi la police pour appliquer les décisions des tribunaux. Or, je rappelle dans cette note ce qu'a dit Chirac la veille de la guerre du Golfe à l'Assemblée. D'une part, il a dit, comme tous les partis d'ailleurs, il y a 2 poids et 2 mesures, mais il a rajouté, Jacques Chirac, donc la veille de la guerre du Golfe, à l'Assemblée, comme Rocard avait dit, ce n'est pas une guerre, pas besoin de vote de l'Assemblée, c'est une opération de police internationale. Et c'est exactement ça, c'est une opération de police internationale, mais justement, comme je viens de dire, il n'y a que le chapitre 7 qui définit les moyens d'une police internationale, y compris par la force, avec le conseil et le contrôle d'un état-major. Donc ce sont les chapitres 7 avec les dizaines d'articles qu'il y a dedans, et que personne n'a cité. En France, personne, sauf récemment quelqu'un à la télévision, il y a 2-3 jours, je l'ai félicité d'ailleurs. Et d'autre part, il y a l'année dernière, l'ancien président irlandais, M. Higgins, qui a parlé dans une lettre au Conseil de sécurité, enfin au secrétaire général, pardon, il a dit qu'il fallait appliquer le chapitre 7. Mais en France, personne. Personne. C'est comme si l'utilisation de la force légale, légitime contre l'État d'Israël, ou pour le Moyen-Orient, était impossible à utiliser envers l'État israélien. Donc, moi je connais bien la région, hein, j'ai visité partout depuis 6 décennies, 60 ans, je connais depuis le Maroc, l'Algérie jusqu'au Pakistan et l'Inde, l'Afghanistan, etc. L'Arabie Saoudite, le Yémen, les 2 Yémen quand ils étaient 2, Djibouti, le Soudan, où j'ai fait d'ailleurs un film documentaire, enfin, il y a en 86, quand le pétrole avait baissé et qu'on a eu Tchernobyl. Donc je connais bien la société, je parle arabe à peu près, un petit peu turc, je comprends. Et donc j'ai fréquenté toutes les sociétés. Je voulais rajouter que ma belle-mère était iranienne, pédiatre, formée à Téhéran et ensuite à Moscou, la première pédiatre de l'Iran, ce qu'on m'a dit. Et mon beau-père, lui, était irakien, avocat, fondateur de la Ligue anti-impérialiste en Irak en 1934, ambassadeur, enfin diplomate et ensuite ambassadeur en Inde, en Tchécoslovaquie et même aux Nations Unies. Et donc tous les 2 laïcs, l'une chiite, l'autre sunnite évidemment. Donc toutes les explications par le sunnisme, j'y crois pas du tout. Enfin, je vois que c'est de la simplicité ou de la manipulation des ignorants. Voilà. Donc j'ai aussi travaillé à Gaza en 84. J'ai serré la louche à Rafat d'ailleurs, à Abramat, qui m'a signé un papier pour un projet. Et en Cisjordanie, très souvent, dans la région de Nablus et près de Jénine, Saoueda, sous les problèmes d'énergie, d'environnement, de déchets. Et d'ailleurs récemment, j'ai fait encore une mission juste avant le Covid, en octobre 2019, sur la gestion municipale des eaux dans les grandes villes, c'est-à-dire Naplouse, Ramallah et El Khalil. Voilà, donc pour dire que je connais bien la situation, que j'essaye d'être neutre, mais j'essaye d'être profond et j'essaye de parler non seulement au grand public, mais aussi aux responsables. C'est pour ça que j'ai pris des contacts avec Paul Solaire via Stéphane Romaté, qui est maintenant ambassadeur d'Algérie en poste à Paris, ambassadeur en Algérie en poste à Paris, que j'ai connu il y a 31 ans, 32 ans, quand il était en poste à Amman, et qui me semble assez raisonnable. Et Paul Solaire aussi, c'est d'après ce qu'ont dit les journalistes, je ne l'ai pas rencontré, mais il m'a répondu plusieurs fois dans mes analyses sur la guerre en Ukraine, en Syrie et en Irak, et ailleurs d'ailleurs, qui sont essentiellement des problèmes de déficit de la constitution locale par rapport à la diversité ethnique, religieuse et régionale. Voilà. Ça a un peu séduit cette analyse parce que c'est le même problème qu'on a en Ukraine, qu'on avait en Syrie, et qu'on n'a pas encore tout à fait résolu, même si les Russes ont proposé une constitution de la République syrienne. Et, voilà. Et pareil en Iran, où il y a quand même des députés arméniens, juifs, chrétiens, etc. Et donc il y a quand même des efforts de conscience en Iran de tâcher de traiter ces problèmes. C'est nulle part parfait. Mais j'ai dit ailleurs dans cette note à Paul Solaire, je dis ça vous fera sourire, mais j'ai dit on ne sera pas crédible pour discuter de paix au Moyen-Orient
notamment pour résoudre ces problèmes de constitution et de diversité, quand on n'aura pas résolu le problème de la Corse. Et ça a été entendu parce qu'en Corse, il est interdit au Parlement corse régional de discuter en Corse, de débattre en Corse. Alors justement, la dernière fois qu'il est allé en Corse, le président Macron, j'ai entendu son discours, il a dit « Je vais vous arranger que vous soyez autorisé à ça ». Et en fait, il a une opposition du ministère de l'Intérieur français. Non, non, pas question, la Constitution française, etc. Et puis la droite aussi lui a dit on ne peut pas changer la Constitution, il faut la changer pour ça, on ne veut pas pour ce sujet-là. Donc restons avec l'interdiction de parler corse, comme c'était en Turquie où on n'avait pas le droit de parler turc, kurde il y a 30 ans, etc. Bon, voilà, donc vous avez le projet, je voulais qu'on concentre un petit peu, vous pouvez avoir posé des questions sur d'autres aspects du film, mais je concentre un peu là-dessus, sur vos avis ou sur les explications à donner sur certains paramètres. Mais j'ai à peu près lu tous les plans de paix qui ont été faits avant Oslo, après Oslo, etc., sur le problème palestinien. Il y a des choses qui n'ont pas été mises et que je mets là-dedans et qui sont, à mon avis, très importantes. Notamment, par exemple, je parle des colons et non pas seulement des colonies, puisque j'estime que la télévision, ciblant tout genre les gens extrêmes, je prétends que, et des ambassadeurs palestiniens l'ont dit, que la majorité des colons ne sont pas des gens armés et violents, même si effectivement les ministres récemment ont tâché de distribuer des armes. La plupart, comme on le voit dans l'extrait de l'INA que j'étais tellement content de trouver, ils viennent de Russie ou d'ailleurs, parce qu'il y a des appartements qui sont 3 fois, 4 fois moins chers qu'à Jérusalem, bien équipés, modernes, avec une piscine, des écoles, etc. Donc la plupart, et d'ailleurs il y a un ambassadeur de Palestine qui m'a dit, parmi les juifs, il y en a au moins la moitié qui mangent du porc, qui ne sont pas du tout juifs, etc. Voilà. Bon. Et qui viennent, c'est le processus de la colonisation, c'était comme ça que les Français, pendant la colonisation de l'Algérie, sont venus, parce qu'il faisait plus beau et plus de soleil, il y avait du meilleur vin, etc. à faire, etc. Donc c'est un principe de la colonisation, mais les colons n'ont cette responsabilité d'avoir été colons sans être vraiment conscients du mal que ça faisait aux autres, et de soutenir, payer des impôts au gouvernement qui finance la colonie, qui donne des aides et tout ça. Mais, donc il faut traiter le problème des colons parce que certains resteront dans un état de Palestine une fois qu'ils connaîtront les lois, alors que dans les accords d'Alger 62, le FLN avait dit les Européens peuvent rester sous les lois algériennes. On ne connaissait pas les lois algériennes. Il y avait plein d'armes partout, de tous les côtés, donc il y a eu des massacres. Donc finalement, tout le monde est parti. Et dans le cas de l'Arménie, que je cite souvent aussi parce qu'il est encore moins, il n'est pas du tout connu, après la reconquête de ces territoires souverains, le Haut-Karabakh, même s'il a une grande tradition arménienne, population arménienne, il y a 2 ans, en octobre, le Premier ministre arménien a dit tout de suite, moi j'ai entendu, ça a été traduit sur France 24, les Arméniens du Haut-Karabakh, je leur prépare 40 000 places, mais je ne vous incite pas à partir. Et le jour même aussi, je l'ai entendu aussi en traduction à France 24, le président Azeri Aliyev a dit les Arméniens du Haut-Karabakh peuvent rester, ils seront traités comme des citoyens azéris. Et on connaissait les lois azéris, il suffit d'aller sur Internet ou sur les registres. Voilà. Et en fait, comme la France, les médias, on dit il n'y a pas confiance à Azéris, etc., que l'Europe n'a pas bougé pour dire quelles sont les lois azéris concernant les gens qui sont là depuis des siècles, les gens qui ont été combattants et qui ont tué, etc. Tout le monde a pris la fuite et il y a eu des embouteillages, il y a eu quelques morts dans les embouteillages, alors qu'il y a eu, d'après ce que j'ai lu, un seul mort après le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, je rappelle que Le Monde a mis 3 semaines à évoquer la guerre précédente dans laquelle les combattants arméniens et les milices arméniennes et l'armée arménienne ont forcé à partir 300 à 400 000 Azéris. Voilà, donc 3 fois plus même que des Arméniens qui sont partis. Voilà. Donc il faut bien connaître les détails de l'histoire et regarder toujours le problème humain qu'il y a derrière et tenter d'appliquer au mieux la loi internationale, enfin le droit international, et l'appliquer avec fermeté et clairvoyance. Voilà. Bon, j'ouvre le débat, n'hésitez pas à poser des questions aujourd'hui et plus tard, puisque j'ai mis mon mail là-dedans. C'était à quelle date C'est à faire, ça reste à faire. C'est pour ça que je souhaite que je l'ai communiqué à l'Élysée, enfin à 2 conseillers de l'Élysée, en espérant qu'ils le lisent et qu'ils en inspirent, et qu'ils aient un peu de courage. Vous l'avez communiqué il y a combien de temps? Pardon? Vous l'avez communiqué il y a combien de temps?
J'ai fini le film en août 25 l'année dernière et je l'ai diffusé dans mon village parce que la plupart des scènes ont été tournées dans mon village. Il y avait 90 personnes, c'était la plus grande assemblée du village. Je l'ai tourné chez des habitants d'Apt aussi pendant 2 heures on a débattu et je l'ai présenté pour le moment de la paix en Zoom et aujourd'hui. Et puis voilà, et je le présente le 11 avril à Montréal dans le cinéma de l'université. Et puis en Californie, chez des personnes privées, parce qu'il y a des dangers en Californie. Chez des amis de Portland, des amis universitaires de Portland, Oregon. N'allez pas à San Francisco. Non, je passe en avion, mais je vais après à Bakersfield, qui est une université entre Los Angeles et San Francisco, où j'ai des amis qui vont inviter les gens chez eux. Hein. Mais moi, je veux bien y aller après. Hein, voilà. Je veux bien y aller après. Mais le 4 mai, je me fais opérer le genou, donc pendant 3 mois, je ne pourrais pas beaucoup bouger. Voilà. Mais je peux vous envoyer le film, voilà. Une fois que vous connaissez les principes du débat, vous pouvez l'animer. On a vu avec M. D, l'organisation du Micro, pardon. Oui. Ah oui. Oui. Ok. J'ai des versions anglaises, en chinois, en turc, en espagnol, et j'attends celle en arabe et en italien. Et en russe, pardon. Est-ce que vous avez des contacts avec le Comité national pour l'administration de Gaza, qui donc a un projet quand même de réhabilitation plus ou moins avancé, mais qui se constitue notamment d'Ali Shahat et d'autres techniciens, ingénieurs dans les différents domaines pour la reconstruction, la réhabilitation de Gaza, et qui propose donc un certain nombre de solutions. C'est énorme d'ailleurs, le travail est énorme, le travail à faire, mais je veux dire, ce sont des choses qui évidemment qui doivent se mener juridiquement, là, le chapitre 7, mais de la charte de l'ONU, mais également donc concrètement sur le terrain, donc la reconstruction de Gaza, parce que tout est véritablement, c'est pire que tous les débris, c'est pire que finalement ce qu'il y avait à Hiroshima sans les radiations. Hein. Et véritablement, si l'on lit par exemple le journal du docteur Ashiya, hein, qui donc est un rescapé d'Hiroshima et de Nagasaki, et qui a tenu son journal et qui a soigné d'ailleurs, et ce qu'il dit est véritablement édifiant. Et je crois qu'il ne faudrait pas recommencer ça, et là le travail est énorme, énorme, même en matière de santé, c'est énorme. Oui, la paix et la souveraineté, c'est la priorité. Hein. Le cessez-le-feu, la paix et la souveraineté, la reconnaissance. Des massacres tous les jours, génocide tous les jours, ça continue, donc je sais pas, la reconstruction de Gaza, on n'en est pas là. Hein. J'ai lu ce plan qui a été conçu surtout par des ingénieurs égyptiens, qui est bien. Moi, j'en ai lu une grande partie. Il a été bien avant le plan en 20 points de Trump, hein, que j'ai ici, ce plan en 20 points. Et donc, comme plusieurs pays ont essayé d'intégrer des choses anciennes, plus raisonnables, disons, dans le plan de paix, et effectivement, ce plan a été... Ils ont mis quelqu'un pour le faire, mais comme m'a dit ma collègue Alima, c'est d'abord le cessez-le-feu, la paix, un accord de paix, la souveraineté pleine d'un État palestinien, reconnu, etc., avant de mettre les choses. On peut pas... Le plan de paix de Trump en 20 points est complètement irréaliste. Hein. Oui. Oui. Micro, s'il vous plaît. Article 4, micro, s'il vous plaît. Article 4, vous citez que la Syrie, il manque le Liban, à mon avis. Oui, mais hein? Et puis, d'accord, ok. Le Liban n'était pas réenvahi, okay. Voilà. Mais ça va de soi, c'est comme projet, effectivement, j'en suis bien conscient. Hein. J'ai été à la porte de Fatma, je connais oui, moi je voulais dire par rapport à ce que Madame vient d'évoquer, actuellement il y a des gens qui meurent tout le temps, on attaque l'aspect humain, c'est complètement négligé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
chacun d'entre nous. Vous savez, il y a un proverbe en français qui dit que si on ne peut pas être un soleil dans le ciel et illuminer le monde entier, qu'on arrive à être une bougie, à la lueur de cette bougie, d'autres bougies pourront s'illuminer et former un soleil. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire et on peut faire? C'est une responsabilité à l'égard des autres peuples, parce qu'il y a un poème de Saadi, un grand poète personne, qui dit que les êtres humains sont comme les membres d'un seul corps, et la souffrance d'un des membres ne laisse pas indifférent les autres membres. Si tu restes indifférent à l'égard de la souffrance des autres, mériteras-tu l'adjectif qualificatif de l'être humain proprement dit? Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous en se donnant la main les uns les autres humainement? Il faut parler de la situation pour sensibiliser les populations européennes, au-delà de ceux qui sont militants, qui connaissent les choses et qui manifestent, pour que nos dirigeants européens, notamment la France et les États-Unis et l'Angleterre, et les Américains aussi, soient responsables et prennent les choses en main de façon sérieuse et responsable, ne plus être complices. Donc les actions juridiques, ça avance, les actions de manifestation, il y en a partout. Moi, je suis membre de 4-5 associations, j'ai fait des manifestations à Londres et en France, etc., à Lyon, etc., ma ville, et ailleurs, dans le Vaucluse. Et il faut que, pour que les dirigeants aient le courage d'agir et d'envisager justement des solutions d'imposition de la force à l'État israélien occupant, terroriste, etc., comme Le Monde a écrit, il faut la terreur. Hein. Pour une première fois, il a dit Israël applique la terreur en Cisjordanie. Alors qu'en Turquie, par exemple, moi j'ai des copies de journaux d'il y a 2004 ou 2007, enfin, où il y avait marqué État terroriste, hein, Israël, terroriste d'Evlet. Bon, les mots sont les mots. Donc c'est pour sensibiliser que j'ai fait ce film, pour que les 90% de Français qui connaissent pas grand-chose voient les choses, parce que les médias sont tellement déformés. Moi je parle souvent à la télévision iranienne en français, hein, et dans d'autres médias, dans des discours publics et tout ça. Je dis tout le temps, je prononce jamais le mot Hamas, je dis tout le temps le parti de la résistance musulmane qui a largement gagné les élections en 2006 sous supervision internationale. Je suis inattaquable. J'emploie le mot déjà musulman à terme, parce que quand j'étais étudiant, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la religion musulmane, la cité musulmane. Quand on dit islamique, les gens pensent islamiste, etc., ils comprennent rien. Donc c'est un parti, il a gagné les élections étaient sous supervision internationale, donc l'Europe a eu tort de ne pas reconnaître Ismail Haniyeh comme Premier ministre. Et de faire en sorte qu'au bout de 20 ans, il y a forcément une sorte de coup d'État, enfin, disons, un changement politique à Gaza, parce que l'OLP luttait contre le pouvoir démocratique de ce parti-là. Donc, si on explique bien les choses, les gens comprendront, mais effectivement, dans les médias, on n'explique jamais bien les choses. Malheureusement, que ce soit sur l'Iran, que ce soit la Palestine, que ce soit sur la Syrie, tous ces pays que je connais depuis très longtemps. Juste une chose, c'est que dans les chartes des Nations Unies, je pense que si je ne me trompe pas, c'est qu'il y a ils disent que si un pays est attaqué par un autre pays ou envahi, ce pays a le droit de résister, quels que soient les moyens. Est-ce que c'est des terroristes ou c'est des résistants? Alors, ça ne va pas ensemble, non, mais bien sûr. Alors, et si moi, on ne m'a pas encore interrogé comment vous qualifiez l'attaque du parti de la résistance musulmane, j'aurais dit celle du parti organisé est légitime parce qu'ils ont des défenses. Celle des civils palestiniens sous occupation qui ont profité que les portes étaient ouvertes, qui ont échappé à des années de blocus et d'occupation, ils ont effectivement des crimes qui pourraient être considérés comme crimes de guerre. Mais jugeons aussi les occupants. Donc voilà, c'est ça que j'aurais répondu. Et encore une fois, je suis mon expérience pour être inattaquable. Juste un petit rappel, à l'époque du Shah, l'Iran allait devenir la troisième puissance. Il était presque à l'armée du monde, hein. Et à ce moment-là, il n'était pas ennemi d'Israël et de qui que ce soit, comme il y avait l'Union soviétique. Donc, il fallait qu'il fasse un barrage et il était armé, l'Iran était armé jusqu'aux dents. Et là, il était l'ennemi de personne. Maintenant que l'Iran s'est mis à défendre la Palestine humainement, il est devenu l'ennemi des uns et des autres, je ne comprends pas.
Oui, oui, mais l'Iran du Shah était déjà infiltré par le Mossad, hein, qui avait quelqu'un au sein du Toudé, un homosexuel, et qui avait aussi un anthropologue qui était chargé d'enregistrer, un ethnomusicologue qui était chargé d'enregistrer les musiques populaires iraniennes, parce que c'est un moyen de sensibiliser les populations, c'est de diffuser les musiques populaires. Ça a été fait en Syrie aussi massivement, ça a été fait en Iran, c'est un bon moyen pour mobiliser les populations quand il y a des rébellions, disons, incitées par les services secrets étrangers. Et il faut rappeler aussi que l'Iran, quand il a saisi l'ambassade américaine, il a saisi les archives qui avaient été déchiquetées, elles ont été reconstituées par des jeunes filles pendant des mois et des mois, donc ils ont appris effectivement toutes les magouilles combinées israélo et américaines pour essayer de déstabiliser l'Iran. Et d'autre part, il y a plus longtemps encore, j'étais abonné moi pendant 3 décennies à Middle East Journal, c'est une des meilleures revues sur le Moyen-Orient, publiée à Washington tous les 3 mois, et j'avais lu un article assez très précis pour comprendre comment Moshe Sharet et Ben Gurion avaient obtenu la reconnaissance de facto de l'État israélien par l'Iran du temps du Shah. Hein, en magouillant avec un certain Tabatabai qui était à la fois véreux, corrompable et qui voulait avoir une ambition politique et tout ça. Donc ça a été très instructif pour moi de comprendre ça il y a plus de 50 ans, hein, enfin 40 ans. Hein. Oui. Non, globalement, ça me fait un petit peu rêver quand même. Il ne faut pas rêver. Mais je me dis que à ce train-là, pour chaque conflit dont on dit qu'il est en voie de règlement, il y en a 3 ou 4 qui surgissent partout. Je pense qu'on ne peut pas s'en remettre aux États qui sont les responsables de toutes ces guerres et aux situations indescriptibles qui subsistent. On ne peut pas s'adresser à leurs raisons, puisqu'il n'y en a pas, ils sont les responsables. Et ni à leurs opinions publiques, tous les Occidentaux, moi, je ne sais pas, je vis dans un milieu ordinaire, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, mais je constate que dans les opinions publiques, finalement, elles sont complètement fermées à... Ils s'en fichent. C'est même pas qu'elles veulent, parce que ce sont des gens qui sont animés de mauvais sentiments, mais ils s'en fichent. Ils ignorent la situation, ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils se disent, ah, nous on n'y est pour rien, qu'est-ce qu'on peut faire après tout? Et donc, et ils trouvent que c'est bien, parce qu'on les bassine en disant qu'on est des grandes démocraties, et que les restes, c'est des tyrans de toutes sortes, les islamistes, parce que c'est des islamistes, parce que c'est des musulmans, et etc., etc. Et puis, il y a cette énorme, cette épouvantable, et cette immense puissance qu'a le regret tardif quand même de l'Holocauste. Bon, ce poids de l'Holocauste, c'est devenu une espèce d'arme de guerre, hein, pour Israël quand même, tout le monde le sait. Alors que finalement, s'il y avait un règlement de la question palestinienne à faire, c'était pas forcément depuis fonder un État juif, à supposer que ça soit ça le remède. Bon, je ne dis pas de problème, mais fallait demander aux responsables de l'Holocauste de leur donner asile. Il y a quelqu'un qui s'appelle, il me semble, c'est Ronnie Broman, qui est un grand homme, qui est juif lui-même, mais je veux dire, qui a dit s'il y avait un moyen, fallait demander, c'était l'Allemagne manifestement, un petit peu la France, mais c'était l'Allemagne, fallait prendre un bout de Bavière, et puis ça y est, on y construisait l'État d'Israël, et puis un point final. Mais pas publier ça en Palestine, auprès de gens qui étaient là, qui n'étaient pour rien dans l'Holocauste, parce que s'il y a un endroit dans la planète où les musulmans ont été bien traités et de façon équitable, c'est dans les pays musulmans, enfin je veux dire, pas les musulmans, où les juifs ont été bien traités, c'est dans les pays musulmans et les pays à domination musulmane, que ce soit temporaire ou perpétuelle, c'est là que c'est les seuls. Oui, mais on peut pas refaire le passé. Hein. Donc, oui, mais on peut pas. Si on veut faire l'avenir, non plus. Il faut le connaître, il faut l'expliquer le passé, le critiquer, les analyses faites, mais on peut pas le refaire. Donc de toute façon, voilà.
Non, non, moi je veux bien. Moi, je ne demande pas mieux, mais si le jour où on verra un seul résultat, à ce moment-là, on dira, bon, bah, les autres, mais ça peut prendre 3 millénaires. Hein. Il faut que la durée de vie humaine s'étende considérablement. Parce qu'autrement, c'est même pas mes enfants, c'est même pas mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants. Ça n'aura jamais vu de mémoire humaine et même historique. Jamais il ne se passera rien. Les pays qui sont oppressés, sauf avoir résisté avant, faut empêcher que les drames se passent. Comme essaient de faire les Iraniens, moi je pense qu'ils n'ont même pas besoin de justification, ils ont été agressés, et agressés comment agresser, à quel point, à coup avec on en revient à tuer les chefs d'État, tous ceux qui ont de l'influence, à les tuer à la maison, des drones, des je ne sais pas quoi, toutes sortes d'enchaînements, les tuer chez eux. C'est quand même une grande nouveauté, ça brouille le droit international. Les gens qui font le droit international, c'est les chefs d'État, les responsables. Mais ceux-là, on les zigouille quand ça ne marche pas. Alors donc, comment on peut espérer le moindre progrès dans la communauté internationale? Moi, c'est ce que je vois les choses. Je ne suis pas du tout un rabat-le-joie, hein. Je voudrais bien, j'aimerais bien. Mais encore, en plus, c'est pourquoi si j'insiste sur M. Trump, quand on voit, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire des allocutions de M. Trump, ben, vous fantasmez. Vous vous dites, c'est pas possible que quelqu'un ait de telles responsabilités dans le monde. Comment? C'est pas un politicien, il a pris les micros. J'ai deux questions. La première, que déduisez-vous que l'assassinat d'Ari Larijani ait eu lieu le lendemain de sa manifestation à la tête de journée pour la Palestine? Donc il avait pris la tête avec la foule. Et la deuxième question, que pensez-vous des efforts d'Olaf Bronstein? Bon, disons, moi je me mets souvent à la place des services secrets pour imaginer ce qu'ils peuvent faire. Dans la manif, ils ont pu mettre un petit émetteur GPS accroché dessous de sa veste et savoir où il était le lendemain. Hein. Et de toute façon, avec WhatsApp, on sait les téléphones portables, sauf le mien, on sait où on est en permanence. Hein. Moi, je suis militant, mais j'ai jamais eu d'emmerde. Ils savent pas où je suis, donc voilà. Et donc, ils ont bombardé sa maison parce que c'était assez facile, ou de backchicher quelqu'un. Son chauffeur ou n'importe quoi. Hein. Le responsable de la logistique d'Arafat, il avait été détourné par le Mossad jusqu'en 92-93, tout comme ça. Donc il savait quand il allait à Bagdad voir Saddam, voilà, il y avait quelqu'un qui racontait. Donc, mais tout ceci doit être dénoncé. Larijani, à la télévision, je l'ai entendu sur France 24, ils ont passé un de ses discours. Il a dit il n'y a aucune solution par les guerres, il faut faire un dialogue diplomatique, etc. Et après, les commentateurs, les journalistes qui ont parlé, ils disaient tout le contraire de ça. Hein. Alors c'est incroyable qu'il y a quelqu'un qui diffuse un texte intéressant de Larijani, qui montre qu'il est intelligent, qu'il est un homme de paix, qui veut le dialogue, qui ne croit pas à la guerre. Et après, on discute comme s'il était un grand chef terroriste, c'est lui qui a fait toutes les assassinats contre les manifestants, etc. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est important, les médias, de propager un discours vrai, réaliste, une bonne analyse, fondée sur l'histoire, sur l'analyse connaissance sociologique, anthropologique, et sur l'analyse des services secrets. Hein, parce qu'en France, on parle rarement des actions du Mossad. Hein. Oui. Moi, c'est une petite remarque, Bernard, c'est très bien comme idée, effectivement. La seule chose, c'est à l'heure actuelle, il ne faut pas rêver, vraiment, il ne faut pas rêver, parce que les médias, elles ne propagent que ce qu'on leur demande de propager. Donc, tout le monde sait que les médias sont réunis le matin, ils ont un discours qu'il faut tenir, et ils le tiennent. Ils tiennent à leur place, donc ils le tiennent. Alors, par la suite, comment réformer, comment faire passer une résolution comme ça? Elle ne peut être possible qu'avec une réforme profonde du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Tout ça doit être mis à plat et à partir de là, remonter quelque chose, pas celui de Trump, mais un véritable organisme. Et à ce moment-là, effectivement, une résolution comme celle-ci peut passer. Mais à l'heure actuelle, vu toutes les catastrophes qui se succèdent les unes aux autres, voilà, enfin, il n'y a plus que les Palestiniens qui sont en dehors de chez eux, il y a les Syriens, il y a les Libanais. Au Liban, à l'heure actuelle, c'est des millions qu'on est en train de déplacer. Oui. Donc, non, mais voilà, j'ai lu une phrase d'un sionisme important vers 1930 qui a écrit ça: nous tenons la presse mondiale, plus rien ne peut nous arriver.
En fait, le mécanisme, c'était l'époque des sondages, de la statistique, tout ça. Ils ont compris que les opinions publiques se font par les gros titres des médias ou du cinéma. Et donc, si on contrôle les agences de publicité, parce que la plupart des journaux ne peuvent vivre que de la publicité, aujourd'hui encore, à part 2-3 qui ont fait l'effort de s'en abstenir, par la publicité, et effectivement, les agences de publicité sont contrôlées justement pour ça. Mais il y a d'autres médias maintenant, il y a tous les médias intelligents, il y a les réseaux sociaux. Moi, j'en ai pas parce que j'ai envie de réfléchir, pas avoir des trucs toutes les 5 secondes qui arrivent. Mais le film, il sera en accès libre dans un mois à peu près, donc il se diffusera. Et il y a d'autres gens qui agissent, tous ceux, Francesca Albanese, etc. C'est des gens qu'on ne peut pas arrêter de parler, donc petit à petit. Et je pense que les gens, effectivement, il y a quand même une proportion de la population et des médias dans le monde entier, des populations dans le monde entier, qui comprennent les choses et qui, effectivement, s'informent ailleurs que dans les grands médias. Donc, mais il faut arriver à diffuser de l'information juste, vraie, bien fondée, avec des historiens. Et je vois, par exemple, sur l'Iran, il y a Regnault qui parle, il y a Thierry qui parle, mais enfin, c'est peut-être à peine 10% des gens qui parlent. Les autres, c'est des belles opposantes qui ne sont pas allées en Iran depuis 20 ans. Bon, voilà, mais ça progresse, je pense, ça progresse. Et il faut la réforme des Nations Unies, elle suppose avoir l'aval du Conseil de sécurité. Donc, tant que les Américains ne sont pas d'accord, ou d'autres, ça ne changera pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser ceci. Et je signale qu'ailleurs que la résolution 2803, passée le 17 novembre, qui est honteuse, dans laquelle l'Algérie a voté, elle a bien expliqué, j'ai passé jusqu'à 2h du matin pour écouter tous les débats après résolution, ce qu'on appelle explication de vote, elle n'est pas sous le chapitre 7. Donc en fait, actuellement, Trump ou son force interne de stabilisation n'a aucun droit légitime d'utiliser la force pour désarmer les Palestiniens de Gaza et les civils colons armés, illégaux, en Cisjordanie. Donc de toute façon, il y aura d'autres résolutions. Et c'est vrai que ça ne va pas assez vite, mais c'est vrai que j'ai compris que la France essaye d'avoir une coalition pour ne pas avancer tout seul. Parce que s'il avance tout seul, il se fait taper dessus, on va lui envoyer un tueur, n'importe quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a la résolution, la déclaration du 24 décembre, donc la veille de Noël. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient lu ici, parce qu'elle est sortie le 24 décembre. Il y a 14 pays, y compris l'Allemagne, qui ont dit que parler du droit à l'autodétermination d'un État palestinien, du peuple palestinien, et à 2 États souverains, etc. Donc il y a des évolutions, mais effectivement, les médias n'en parlent peu, et le processus est lent parce qu'il est effectivement risqué face aux manœuvres dangereuses de l'État israélien, Likoud. Et si ça dure plus longtemps, c'est que le Likoud est venu au pouvoir en 1977. En 81, Begin a fait des manips. Il a bombardé l'Irak, le centre de recherche nucléaire civil en Irak, sous des faux prétextes, puisque même le chef de l'escadrille israélienne a refusé de lui serrer la main quand il est venu à la base de Tel Nof, parce qu'il s'est rendu compte, vu les déclarations du CEA, que c'était un mensonge. Mais depuis 1977, à part quelques interruptions, le Likoud et donc Netanyahou est au pouvoir, et ils ont des plans, eux, sur 30 ans, sur 40 ans. Quand on lit les documents que vous connaissez sans doute de 82, moi, j'ai connu Pisani de très près. Pisani était proche de Mitterrand, enfin d'abord gaulliste. Quand il était avec De Gaulle, il y avait une visite de Ben Gourion à Paris. Pisani lui-même qui était à côté, il était ministre de l'Agriculture à l'époque, il m'a dit, j'ai entendu Ben Gourion dire à De Gaulle, les pays arabes, nous les aurons tous en les prenant un par un. Voilà. Et après, le plan américain pour New American Century, détruire 7-8 pays, etc. Le plan publié en 82 sur la décennie, enfin la stratégie pour Israël dans les années 80, comment diviser tous les pays, etc. On le sait, c'est marqué, mais personne, pas assez de gens en parlent. Voilà. Donc c'est tout, il faut en parler. N'hésitez pas, il n'y a pas peur à avoir. Moi, je dis. Il y a 2 questions qui manquent. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier, parce que tout ça, c'est un plan. Donc un plan de détruire 7 États. Et c'est suite aux attentats du 11 septembre. Aux attentats du 11 septembre,
il y a eu un plan, c'est le Pentagone, et ça avait été diffusé auprès de responsables du Pentagone que il avait été décidé par la Maison Blanche et tous les lobbies qui la soutenaient de détruire 7 pays et 7 pays, de détruire l'Iran était le dernier en liste, le dernier qui avait résisté jusqu'à présent. Les autres sont passés à la casserole les uns après les autres. Et donc l'Iran était le dernier en liste, et donc c'est en cours maintenant. C'est un plan. Alors on a un plan comme ça, il est mijoté sur 2 décennies ou 3 décennies. Ben, c'est pas, disons, toute la parlotte, parce que c'est un petit peu les mots de bonne volonté, etc., etc. Ça sombre ça se perd dans le lointain, hein, ou ça se perd ça ne sert absolument à rien, parce que les gens, ceux qui sont responsables de ce chaos, ils en ont rien à faire. Rien à fiche. Oui, moi je sais pas, je suis en tant qu'historien, et en tant qu'historien, je pense que la politique se fait avec des rapports de force. Et que toutes les guerres, tous les États qui se sont constitués après avoir été occupés, se sont constitués soit par la guerre, soit par des rapports de force, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Afrique du Sud post-apartheid, que ce soit toute la décolonisation, et même en Europe, les États qui sont nés suite à l'effondrement des empires, c'est parce qu'on a fait effondrer les empires. Donc je pense que le réaliste veut dire tout simplement que les Palestiniens ne s'en sortiront pas autrement que par la lutte armée. De la même façon que les Algériens, que les Polonais, que les Vietnamiens, etc. Je pense que soit la lutte armée, soit créer le rapport de force qui fait que l'autre a peur. C'est-à-dire tant que les puissances comme les États-Unis n'auront pas peur, elles ne céderont rien. Et je pense, alors en ce qui concerne l'autre point, c'est quand même qu'aujourd'hui, si on regarde l'opinion israélienne, elle est majoritairement, non pas pour la guerre, elle est majoritairement pour le génocide. Donc, est-ce qu'on peut demander aux Allemands en 1943 de faire des discussions pour essayer de respecter le droit international? En 1943, les Allemands étaient nazis. Aujourd'hui, les Israéliens juifs sont majoritairement nazis. Et je pense qu'il faut le dire. D'une part, les sondages en période de guerre, c'est forcément tilté, c'est-à-dire que les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent, hein. C'est clair. Moi, je me souviens bien de la guerre du Golfe. Les Français et les Anglais étaient majoritairement contre la guerre du Golfe. Dès que la guerre a démarré, les sondages montraient qu'ils étaient pour. Voilà, c'est classique, c'est le biais des sondages, hein. Donc Raphaël Berland, journaliste. Moi, je vais rejoindre Bruno. C'est-à-dire que si on imagine que l'Allemagne, le Japon ou l'Italie avaient le droit de veto avec un ONU qui existait en Seconde Guerre mondiale, la solution n'aurait jamais pu venir du Conseil de sécurité. Voilà. Donc, ce qui a fait tomber les nazis, c'est le rapport de force militaire sur le terrain, et c'est pas des discussions diplomatiques, malheureusement. Ce qui ne veut pas dire que les discussions diplomatiques ne servent strictement à rien. Il faut les continuer parce que ça permet de dévoiler aux yeux du monde et aux yeux des opinions publiques la duplicité d'Israël, des États-Unis et de leurs alliés. Voilà ce que je pense. Oui, à l'historien, je dis que c'est Prescott Bush et des banques qui ont financé Israël, qui ont financé les nazis aussi, hein. Donc ça, il faut le dire. Voilà, mais merci aux historiens de dire l'histoire des rapports de force, mais aussi d'évolution des opinions publiques. Parce que ça aussi, ça bouge, hein. Merci bien. On est à la fin. Malheureusement, à 17h, on doit partir. On a d'autres engagements. Eh bien, au plaisir de vous revoir. À bientôt.